le régime rwandais, c'est aussi une junte. Oui. Qui a aussi toutes les caractéristiques des autres juntes, notamment en matière d'intoxication, de communication, de désinformation. On n'y avait pas pensé. Mais le parallèle est tellement flagrant. Parce que qu'est-ce que les gens savent? Ils communiquent très bien. Qu'est-ce que les gens savent du Rwanda? Ils savent, ils ne connaissent que Kigali, qui est une ville Potemkin. Oui, n'est-ce pas? D'accord? J'aime l'image. Le reste du Rwanda, mais c'est un pays arriéré et pauvre. Et le Rwanda est biberonné par les aides internationales depuis le génocide. Et quand je vois ces néo-panafricains à la con qui disent que Kagame c'est le bras armé de l'Occident, mais je me dis, mais... Oui, c'est une lecture un peu singulière. Parler du conflit en République démocratique du Congo. Ce lundi 17 mars, le mouvement rebelle et armé du 23 mars, dit M23, a finalement décidé de ne pas se rendre aux discussions de paix qui étaient prévues le lendemain 18 mars à Luanda, en Angola. Le pouvoir congolais, qui jusque-là avait toujours rejeté tout dialogue avec le M23, a lui décidé d'y aller. Et surtout, la surprise de la semaine est venue du Qatar, avec la rencontre des deux dirigeants congolais et rwandais, Félix Tshisekedi et Paul Kagame, qui sont donc rencontrés à Doha ce 18 mars pour discuter d'une solution de crise. Un rendez-vous surprise pour décider d'un cessez-le-feu dans l'est de la RDC. Alfred, je me tourne vers vous, bien évidemment. Est-ce que vous avez été surpris par cette rencontre à Doha, au Qatar? D'abord, pourquoi le Qatar? Alors, pourquoi le Qatar? Ben, évidemment, il y a des rumeurs qui circulent. Ben, on sait très bien quels sont les rapports entre Tshisekedi et l'émir du Qatar. La même chose pour Kagame avec l'émir du Qatar, puisque le Qatar investit beaucoup au Rwanda. Ça, c'est une première chose. La seconde, apparemment, Wade aurait joué, le Wade fils aurait Karim joué un Wade, rôle, Karim Wade, ancien ministre c'est ça, voilà, Sénégal, oui, aurait joué un rôle pour le rapprochement ou aurait soufflé à l'oreille de l'émir de réunir ses deux compères à Doha. Pourquoi? Parce que c'est ce que le Congolais rappelle aussi beaucoup, c'est qu'il n'y a pas longtemps, Tshisekedi et Kagame, c'était des frères. Oui. Et puis, la situation s'est envenimée, ils se sont lancés de noms d'oiseaux par-dessus la tête. Et donc, arrive justement toute cette série, vous avez rappelé, la chute du Nord Kivu, la chute du Sud Kivu, Bukavu en particulier, et puis toute cette diplomatie agissante de Tshisekedi qui a fini par porter ses fruits, entre guillemets, c'est-à-dire les sanctions qui ont commencé à tomber sur le Rwanda. Oui. Et Kagame, dans le dernier discours qu'il fait à Kigali, rappelle aux Rwandais ceci, bon, il va falloir se serrer la ceinture parce que les temps durs sont devant nous. Et que donc, à un moment donné, il a fini par comprendre qu'effectivement, s'entêter dans cette voie de la guerre ou du soutien au M23 ou le déploiement de ses troupes qui a fini par se voir et se savoir à travers le monde, il essaye justement de rattraper la chose pour éviter que les sanctions n'aillent beaucoup plus loin. Vous pensez que c'est les sanctions qui ont amené à ce rendez-vous à Doha? Non, c'est l'effet des sanctions? En partie. Oui, en partie. En partie. En partie. Donc il y a eu un impact des sanctions quand même sur les autorités de Kigali. Oui, parce que... sur la diplomatie en tout cas. Exactement, parce qu'à un moment donné, Kagame s'asseyait dessus en se disant... Bon, tant que c'est de l'ordre de proclamation, d'invitation à cesser, à retirer ses troupes, tant qu'il n'y avait pas vraiment des sanctions, ils s'en contrefichaient totalement. Oui. Et là, maintenant, il s'aperçoit que petit à petit, ça va graduellement dans les sanctions. Il commence à comprendre. Et puis... Alors, c'est quand même intéressant parce que enfin, jusqu'à un passé récent,
Kagame a toujours nié son implication dans le conflit à l'est de la RDC. En tout cas, son implication auprès du M23. Est-ce que cette rencontre de Doha signe définitivement cette implication de Rwanda dans le conflit? Mais même bien avant, puisque c'est tellement bien documenté. Non, mais d'accord, enfin, officiellement. Tellement bien documenté que... Officiellement, la question était toujours, disons, démentie par Kigali. Oui. Est-ce que cette rencontre à Doha, aujourd'hui, c'est une forme d'aveu, je dirais, de Kigali, de son implication dans le conflit en RDC? Ça clarifie pour l'opinion qui n'était pas au courant ou qui faisait semblant de ne pas le reconnaître, ça clarifie les choses. Et que donc, aujourd'hui, Kagame, il est devant un mur. C'est-à-dire qu'il ne peut plus continuer à mentir. Vous pensez qu'il est acculé? Il est totalement acculé. Hein. C'est pas ce que tout le monde, c'est pas ce que disent les Rwandais. Hein. Quel Rwandais? Enfin, c'est ça la vraie question. Et je dis souvent ici, vous savez, un jour il partira du pouvoir. Et on verra ce que le Rwanda deviendra à ce moment-là. Parce qu'on escamote cette idée du ressentiment des Hutus du Rwanda, qui sont le peuple majoritaire au Rwanda et qui aujourd'hui souffrent justement de cette situation. Alors revenons au conflit. Alors les deux hommes, donc les deux dirigeants, Félix Tshisekedi et Paul Kagame, ont décidé d'un cessez-le-feu à l'est de la RD Congo. Quel impact cette décision peut avoir sur le théâtre du conflit? Est-ce que par exemple M23 va entendre cette consigne et suivre la décision qui a été prise à Doha? En réalité, ça ne se déclenche pas comme d'un claquement de doigts et puis donc ça s'arrête. Non, pour le moment, ça continue. Mais le M23, justement, se trouve face à son destin. C'est-à-dire que le fait d'avoir snobé déjà le président João Lourenço d'Angola, de n'être pas venu en prétextant... En protestant contre les sanctions prises contre le Rwanda. Alors que les sanctions ne les concernaient pas, ne leur interdisaient même pas de se déplacer pour aller jusqu'à Luanda. Donc la belle excuse pour ne pas, justement... Et c'est là où, quand on revient à la question de l'implication de Paul Kagame, de ce qu'à Doha, finalement, ça clarifie les choses pour ceux qui n'y croyaient pas, ça clarifie les choses. On va voir maintenant comment le M23 va se comporter sur le terrain. Si, réellement, le M23 va... Parce qu'au fond, ce qui sauve aussi Tshisekedi de se rater de pourparler de Luanda, c'est qu'au fond, le président Tshisekedi avait dit dès le départ qu'il ne négocierait pas avec le M23. Et ça, c'est vraiment pour tous les Congolais, aujourd'hui, c'est catégorique. On a entendu le docteur Mukwege dire mais c'est précipité. Au fond, ça sauve Tshisekedi parce que beaucoup de Congolais attendaient justement de voir la délégation discuter avec le M23 pour dire voilà, vous avez dit il n'y a pas longtemps que c'est la ligne rouge, vous ne discuterez pas. Et puis il y a cette mission justement de l'Église catholique et protestante qui voyage à travers le monde, qui rencontre les dirigeants du monde pour dire il faut le pacte social pour la paix à l'Est. Ils ont été reçus hier par Macron. Eux, ils sont justement dans cette idée qu'il faut discuter avec le M23. Et donc là, ça a ôté une épine au pied de Tshisekedi qui s'est dit, mais qui, depuis toujours quand même, on lui doit cela, a toujours dit ceci: je discuterai avec Kagame, pas avec le M23, parce que ce ne sont que des pantins. Donc il a obtenu finalement ce qu'il voulait. Exactement. À Doha. Exactement. Alors justement, Ben, en décidant conjointement avec Tshisekedi le cessez-le-feu, manifestement, Kagame se comporte comme un acteur à part entière du conflit. Oui, il a été toujours. Non, mais quand même, on considérait cela comme des supputations jusqu'à présent. Maintenant, c'est la première fois qu'il se prononce très clairement sur l'évolution du conflit à l'est de la RD Congo, en décidant, conjointement avec son homologue congolais, d'un cessez-le-feu. Effectivement, donc là, il devient un acteur principal. Il se met dans les habits d'un acteur principal. C'est une évolution quand même. C'est une évolution notoire de la situation. Et comme le disent les juristes, je pense que l'aveu, c'est la mère des preuves. Et donc, en se rendant en Doha, en acceptant
un tête-à-tête avec le président, son homologue et ancien frère, redevenu son nouveau frère Tshisekedi. Là, il accepte, il joue le jeu. Et pour deux choses, je pense, principalement parce que les sanctions ont commencé certainement à faire mouche. Et deuxièmement, c'est par ruse également, ne l'oublions pas, parce que le gouvernement de la République démocratique du Congo, on l'avait évoqué ici au mois de décembre déjà, déployé toute une diplomatie qui a permis ce résultat, parce que tout le monde savait qu'il y avait l'implication du Rwanda à travers le mouvement. Cette implication a été documentée par des instances internationales. Le Parlement européen, je pense, a fait une déclaration. Certains pays... C'est quand même incroyable que vous traissiez des lauriers comme ça à la diplomatie congolaise, quoi. Non, mais vous dites ça en plus en regardant Alfred, c'est comme s'il y avait eu des miracles diplomatiques. Non, on en a parlé déjà une fois ici. Au moins, quoi qu'on puisse dire, il y a un déploiement diplomatique qui a été fait et qui, je le pense... Vous pensez que la Belgique a pris des sanctions contre non, Kagame, pas forcément, mais au moins ça a permis un déclic au plan international. Ah oui, quand même. Oui, là, à ce niveau, on est d'accord, mais ce n'est pas une façon de tresser des lauriers à la diplomatie. Mais pour dire qu'on constate... la ministre des Affaires étrangères de RD Congo, Thérèse Kayikwamba, Wagner... Qui s'appelle Wagner, d'ailleurs. Pardon ? Wagner. N'est-ce pas ? Oui. A fait un travail remarquable auprès des institutions internationales. En réalité, ce que Kagame n'avait pas compris, lui, il pensait à la victoire militaire sur le terrain. Et Tshisekedi, sachant qu'il a une armée infiltrée, etc., avait choisi la voie de la diplomatie. Et ce qui a fait qu'au fond, à un certain moment, ça a fini par lasser même les Congolais qui se disaient « mais on en a assez d'un président qui voyage à travers le monde, qui pleure tout le temps, le Rwanda ceci, le Rwanda cela ». Et puis finalement, la ministre des Affaires étrangères a réussi à convaincre même les institutions les plus réticentes de la nécessité justement de sanctionner le Rwanda, de prendre conscience justement de cette implication de l'armée rwandaise en RD Congo, au point que ça a poussé l'ambassadeur du Rwanda à démissionner de Nations Unies. Le temps de parole de sauf que moi, à un moment donné, je me suis dit également, ce déploiement diplomatique a été un pari risqué, parce qu'à un moment donné, quand même, sur le plan militaire, avec les occupations, l'avancée du mouvement M3, moi, à un moment donné, je n'aurais pas parié sur la longévité du régime de Tshisekedi. Oui. Quelle est votre lecture? Non, mais je vous fais remarquer qu'il y a déjà quelques années, le M23 avait pris Goma. Et c'est face à des menaces de sanctions que Kagame avait demandé à Sultan Mekanga et Bosco Ntaganda de se retirer. C'est ça, oui, tout à fait. Parce qu'on ne le dit jamais, mais le régime rwandais, c'est aussi une junte. Oui. Qui a aussi toutes les caractéristiques des autres juntes, notamment en matière d'intoxication, de communication, de désinformation. On n'y avait pas pensé. Mais le parallèle est tellement flagrant. Parce que, qu'est-ce que les gens savent? Ils communiquent très bien. Qu'est-ce que les gens savent du Rwanda? Ils savent, ils ne connaissent que Kigali, qui est une ville Potemkin. Oui, n'est-ce pas? D'accord? J'aime l'image. Le reste du Rwanda, mais c'est un pays arriéré et pauvre. Et le Rwanda est biberonné par les aides internationales depuis le génocide. Tout à fait. Exactement. Kagame n'a rien changé dans la structure économique du Rwanda. Rien. Par contre, il y a une très belle vitrine. Les rues de Kigali sont propres. Ouais, il y a un pôle tech numérique, etc. Mais le numérique, ça représente combien % de l'économie rwandaise? Voilà, c'est exactement ça. Alors que ce sont les minerais de RD Congo qui constituent... Mais il communique très bien. Tout à fait. Et en plus, il a bien compris aussi la rente mémorielle sur le génocide. Et il utilisait ça magnifiquement contre les Occidentaux. Et quand je vois ces néo-panafricains à la con qui disent que Kagame c'est le bras armé de l'Occident, mais je me dis, mais
Oui, c'est une lecture un peu singulière de... Non, au contraire, Kagame, lui, savait comment utiliser les Occidentaux. Tout à fait. Ce n'est pas les Occidentaux qui Il a l'utilisaient. bien étudié. Pas du tout. Maître, moi, un mot. Est-ce que vous J'allais croyez dire- à un règlement du j'allais conflit dire par des voies que diplomatiques? Notre ami vient de dire Kagame, c'est une vitrine. Vous avez parlé pour deux, là. Donc. Voilà, donc je ne vais pas répéter ce qu'il a dit. Et C'est Nexan Sommet. Kagame lui-même savait qu'il mentait et savait que personne ne le croyait quand il disait que le Rwanda n'était pour rien dans le déploiement ou le soutien au M23. Donc, à ce stade, comme il ne pouvait pas y avoir de victoire militaire, ni d'un côté ni de l'autre, décisive, donc tout le monde avait intérêt à choisir la voie de la diplomatie. Donc, c'est ce qui se passe maintenant. On va aller très vite, on va conclure, parce que le temps passe. Je regarde le chronomètre. Alors, c'est tyrannique, le chrono. On a les tirs en compte. Je ne vais pas vous laisser partir, Alfred, sans vous poser la question sur ce deal que propose Tshisekedi aux États-Unis, à qui il offre désormais, il voudrait offrir l'accès aux minerais du Congo, avec en contrepartie une assistance sécuritaire renforcée pour son pays. Alors certains reprochent à Tshisekedi une sorte de démarche solitaire, sans qu'il ait pris langue, sans qu'il ait soumis la question à d'autres institutions du pays, telles que le Parlement par exemple. Comment vous, un mot sur cette initiative? Alors, cette espèce de deal comme ça un peu... qui est sorti du chapeau de Tshisekedi et que donc effectivement beaucoup lui reprochent. Mais ce n'est pas nouveau dans la scène politique des Congolaises. On se souvient de contrats chinois en 2001 avec Justement, Kabila. j'allais dire que j'espère qu'il n'est pas en train de faire un deal sur le deal du siècle que Kabila avait fait avec les Chine. Voilà, donc il y a ça. Le siècle n'est même pas passé encore. C'est que Kabila avait signé le contrat du siècle avec les Chinois. J'espère que ce n'est pas ces mêmes biens-là qu'il veut vendre après. Alors, parce qu'il risque d'y avoir un problème. Oui, non, mais pour le moment, il y a des discussions. Ce n'est pas encore ficelé comme tel, mais il y a une proposition qui a été faite. Au Burkina, il y a un sport national que les juristes appellent le stelliona. Ah oui, exactement. Voilà. Tout à fait. Oui. Cette façon gaillarde quand même d'aller, de présenter ce deal peut surprendre à tout le moins. Non seulement ça, mais c'est là aussi, je disais, par rapport à Comme si ça lui Kagame. appartenait finalement. Oui, mais c'est là aussi, par rapport à Kagame, justement, ce que lui n'a pas vu venir. C'est-à-dire que Tshisekedi espère effectivement que Trump va accepter ce deal et que donc il va taper sur Kagame en disant tu arrêtes maintenant ta comédie, les entreprises américaines ont besoin de sécurité. Parce qu'il y a quand même une entreprise américaine qui est à Walikale et qui exploite justement des minerais stratégiques à Walikale. Bon, on y reviendra.